Bonjour Franck. Bonjour, Bonjour. merci de te prêter à cette interview dont je sais par ailleurs que tu es très friand pour ce type d'exercice. Bon, ça dépend qui est l'intervieweur. Voilà. Donc écoute, commençons par le commencement peut-être. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à l'aïkido, tout simplement? Comment tu as démarré l'aïkido et qu'est-ce qui t'a peut-être tout de suite séduit dans cette pratique euh, dans tes jeunes années? Alors, ce sont des très vieux souvenirs et que chacun sait que les souvenirs se déforment au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Mais bon, globalement, c'est un peu par hasard, évidemment. Quand j'étais étudiant à côté de là où j'étudiais, il y avait un dojo d'aïkido. J'avais au préalable fait quelques années de judo et même si le judo en tant que tel ne me passionnait pas vraiment, j'avais bien aimé l'ambiance du dojo, cette ambiance à la fois de recherche et d'activité physique plus ou moins intense. Donc je cherchais plus ou moins quelque chose qui pouvait être semblable, mais je n'avais pas vraiment d'idée préconçue sur ce que pouvait être l'aïki. Et donc je suis allé voir, ça m'a semblé tout à fait digne d'intérêt. J'ai commencé et je n'ai pas arrêté. Voilà, en gros. Mais j'avais pas vraiment d'idée préconçue quand j'ai commencé l'aïkido. Et tu te rappelles de qui était ce premier professeur? Alors le premier prof que j'ai vu, c'était Christian Tissier, qui effectivement il était tout jeune, il n'avait pas 18 ans à l'époque, et moi guère plus. Ah non, il avait plus que ça, ah non, c'est ça, oui, il avait pas 18 ans, moi j'avais à peine 19 ans, oui. Et c'était avant qu'il parte au Japon. Et donc, il était avec les C'était à autres, Paris donc. à Paris, ouais, c'était avec les autres élèves de Nakazono Sensei, qui était un des experts japonais qui professait sur Paris à l'époque. Et est-ce que tu faisais d'autres sports à l'époque ou d'autres arts martiaux? Donc tu parlais du judo, mais est-ce que il me semblait comprendre que tu avais aussi fait un peu de rugby à une époque Ouais, ou... j'ai fait du rugby en scolaire, en universitaire aussi un petit peu. Je faisais de la voile aussi à l'époque. J'avais fait un peu de natation, enfin bref, des trucs un peu éclectiques, quoi. Mais Du foot? Non? bah, du foot, oui, comme tous Ça? les gamins, quoi, mais pas jamais dans un club. Oui, j'ai fait des trucs, oui, mais oui, j'ai toujours bougé, quoi, en quelque sorte. Mais les arts martiaux, j'ai fait donc un peu de judo quand j'étais pré-ado, jusqu'à 15 ans, je crois. Ouais. Et donc j'ai repris l'aïkido quand j'avais 18 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à partir au Japon du coup alors? Comment ça s'est fait cette décision? Parce que c'est Oh, bah, il y avait pas... plusieurs coups. Toujours pareil, c'est un mélange d'histoire personnelle et d'intérêt pour la discipline. Alors, c'est sûr que très vite, quasiment à l'issue de ma première saison d'aïkido, j'ai compris que c'est un truc qui allait m'occuper longtemps, dans lequel j'allais m'investir. Et puis, au bout de 3 ans de pratique donc en France, je me suis senti un petit peu limité. J'avais vraiment envie de faire d'aller un petit peu plus au bout de la chose, en tout cas de travailler de façon plus intensive, avec un niveau peut-être un peu plus motivant. Donc, je suis parti au Japon et ça correspondait aussi à une période de ma vie qui était pas, j'étais pas passionné par les études que je faisais. Le contexte politique, le pompidolisme n'était pas non plus extrêmement réjouissant pour la jeunesse. Donc, je suis parti. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc tu arrives au Japon. Tu peux nous dire un petit peu je sais pas, les premiers pas au Japon. Alors chez qui tu as atterri au début? Il me semble qu'il y avait... Ah, c'est Christian qui m'a accueilli au tout début. Il était là depuis quelques mois. Donc il m'a aidé ouais, pour m'installer, pour servir aussi d'intermédiaire auprès des profs, notamment de Yamaguchi Sensei, auquel il était un peu introduit. Voilà. Et après, ma foi, bon, ben, j'ai fait mon chemin, j'ai trouvé du boulot, je me suis installé et je suis resté 8 ans. Tu as exercé comme prof de français, je crois, comme Ouais, tout le prof de monde français, ouais, là-bas, hein, ouais, ouais. ouais, comme tout le Et monde, pas forcément. enfin, Enfin, disons que c'était c'était un des... un des débouchés assez simples des Français exilés à Tokyo à l'époque, ouais. Et quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui, c'est qu'on pouvait partir au Japon avec un billet simple, un aller simple, Ouais, quoi. c'était mon cas, effectivement. J'avais Ouais. un aller simple, ouais. C'est, Ça a un petit peu surpris les fonctionnaires d'immigration à l'arrivée. Mais bon, voilà, j'ai pu m'installer et après, avec un visa de travail quand j'ai trouvé le boulot, etc. Ouais. et donc là, tu rencontres donc l'aïkido, le Hombu Dojo, l'aïkikai, et peut-être une rencontre un peu plus décisive qui est celle de Yamaguchi Sensei, peut-être?
Oui, bien sûr, oui. Non, c'est clair que assez rapidement, la personnalité et puis la pratique de Yamaguchi Sensei, ce qui m'a le plus intéressé, le plus captivé. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, c'est une question à la fois de charisme et de séduction, d'une certaine façon, euh, par, euh, par l'image qu'il donnait de la pratique et de lui-même. Enfin, personnellement, assez spontanément, j'ai eu envie de ressembler à ça en tant que pratiquant, en tout cas. Pas forcément, enfin, en tant qu'être humain, je n'étais pas à même de juger la personne véritablement, mais en tout cas, en tant que pratique, c'est ce qui m'a le plus séduit. Et c'est peut-être aussi dû à sa personnalité un peu atypique comme tu disais, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était aussi tourné vers les autres, vers notamment les étrangers. Alors ça, c'est quelque chose effectivement que j'ai découvert petit à petit, mais effectivement, c'était quelqu'un de très curieux, Ouais. qui s'intéressait à beaucoup de choses, qui était notamment plutôt francophile, sans que je sache exactement pourquoi, mais il avait un certain nombre d'éléments de culture française qu'il aimait bien montrer de temps en temps. Et en tout cas, c'était quelqu'un d'ouvert, qui adorait la discussion, et oui, qui était à l'écoute, je ne sais pas, mais en tout cas qui était curieux des autres. Bon, je ne sais pas à l'écoute parce que le rôle du sensei au Japon est quand même de s'imposer, d'affirmer son autorité. Donc, c'était aussi le cas de Yamaguchi Sensei, bien sûr. Il était là, il trônait d'une certaine façon, hein. Mais en même temps, il adorait discuter, il était très ouvert à toutes les questions, etc. Si on en revient plus particulièrement à sa pratique, même si tu disais que tu serais un peu incapable de dire pourquoi elle t'a séduit en particulier, À l'époque, oui. à l'époque, mais Maintenant, je aujourd'hui, sais. Maintenant, avec je le sais, oui. recul, est-ce que tu pourrais dire pourquoi justement cette pratique-là et cet enseignement-là t'a séduit? Est-ce que tu en as retiré en tant que toi-même pratiquant et enseignant? Alors, bah, je pense que c'est la personne qui exprimait et qui illustrait le plus clairement les principes qu'il essayait de suivre dans sa mise en œuvre. Euh, à la fois en termes de relâchement, en termes d'attitude, en termes de direction, de précision. C'est extraordinairement clair. Et il disait ce qu'il faisait, et il faisait ce qu'il disait, en quelque sorte. Très souvent dans comment dirais-je, le spectacle qu'on peut voir des professeurs d'aïkido, on constate souvent un grand divorce entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et dans son cas, c'était pas du tout ça. C'était vraiment très précisément. Il disait ce qu'il faisait, il expliquait comment il le faisait. Et ce qui m'a toujours choqué, c'est que beaucoup de gens considéraient qu'il avait un côté un peu magique, alors que de mon point de vue, c'est extraordinairement logique et concret et rationnel la façon dont il pratiquait, tout à fait explicable. Et en plus, il donnait véritablement les outils théoriques pour suivre, pour se conformer à ce qu'il proposait en tant que forme technique, d'une certaine façon. Et te connaissant par ailleurs, connaissant aussi un peu ta formation intellectuelle, ne penses-tu pas que cette formation intellectuelle, donc autour de la linguistique, du structuralisme, etc., est-ce que c'est pas plutôt ça qui t'a permis, entre autres, de décomposer, d'analyser cette pratique et d'en retirer les éléments plutôt constitutifs, Mais contrairement à d'autres qui seraient peut-être passés à côté de cette... je ne sais pas, je pense que c'est largement a posteriori, de toute façon. Oui, oui, bien C'est sûr. largement a posteriori. C'est-à-dire que tant que j'étais en tant qu'élève à les suivre, et même après mon retour en France, je ne. Mis à part le fait que, comme je viens de le dire, il m'apparaissait clairement qu'il donnait véritablement les outils euh, théoriques pour comprendre comment se construisait sa pratique, je n'en faisais pas une analyse ou une exégèse théorique par ailleurs, hein. C'est après. C'est après coup, mais c'est pas simplement sa pratique à lui. C'est bon, petit à petit, j'ai effectivement, intellectuellement, d'une certaine façon, construit un système à mon avis, permet de comprendre la logique de structuration de la discipline. Mais ça, c'est vrai que je me suis largement inspiré de mes études de linguistique et du structuralisme pour, pour bâtir ce système. Donc, c'est pas un système, c'est un certain nombre de grilles d'analyse qui sont assez largement inspirées du structuralisme et qui permettent, à mon sens, de comprendre véritablement comment l'aïkido fonctionne, comment il est organisé, quelle est sa logique interne. Et justement, est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur ce point-là? Quels sont ces éléments constitutifs du Bah, structuralisme que tu... le truc le plus clair, à mon semble-t-il, c'est que l'aïkido, c'est un dialogue, c'est une conversation, c'est un échange, et que donc, à ce titre, c'est structuré comme un langage, très clairement. À la fois du point de vue directement technique et aussi du point de vue social. Donc, si on prend les outils d'analyse du langage, on peut quasiment
tels que les transcrire à l'analyse de l'aïkido. Et C'est je un, peux, c'est un peu l'objet de toutes tes ouais, publications, d'une façon, oui, enfin, notamment le premier bouquin, là, fragments de dialogue, ouais, à deux Fragment de inconnus. dialogue inconnu, à deux inconnus, ça plus, plus le travail de René Girard sur la triangulation, hein, toutes ces choses-là, là, Désir bien sûr, mimétique, le désir etc. Ouais. mimétique, etc. Le jeu des miroirs, etc. Bref. Mais oui, prendre conscience du fait que l'aïkido est structuré comme un langage, à mon avis, ça aide beaucoup à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pourquoi, d'après toi, cette analyse qui paraît pourtant évidente en soi, n'est-elle pas plus largement répandue parmi les techniciens ou parmi les gens qui pratiquent l'aïkido? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à considérer que ton travail reste finalement à une sorte de sous-système, comme il pourrait y avoir un autre sous-système, une école quelque Ouais. part. Et pourquoi est-ce que ça a tellement de mal à passer comme étant une... alors, je veux pas être... Bah, euh, d'une part, moi, j'ai jamais essayé d'imposer ça, hein. hum, C'est plus des réflexions à usage interne que je mets par écrit et que je diffuse volontiers quand on me pose la question, mais j'ai jamais euh, pris une position officielle voulant instaurer cette grille d'analyse comme étant la seule et l'unique, hein. Ça a jamais été ma position et je pense pas que ça serait de façon productive. tout à fait. Sinon, pour répondre à ta question, je pense que globalement, quand même, c'est-à-dire le monde de l'aïkido, est toujours un petit peu trop prisonnier de cet angle de vue unique de l'aspect martial de la chose. Et certes, l'aïkido est un art martial, il doit avoir sa cohérence en tant que pratique martiale, mais c'est avant tout une pratique sociale. C'est d'abord mettre des gens en relation, les faire bouger ensemble, les faire dialoguer. Et c'est cet aspect-là qui, concrètement, avec le prétexte martial, constitue le corps de la discipline. Et comment dire, accepter de voir cet aspect martial finalement considéré comme un prétexte et non pas comme la finalité, il y a assez peu de gens qui sont disposés à le faire. D'où ce débat un peu stérile, un peu récurrent sur l'efficacité de l'aïkido en tant qu'art martial, etc. Qu'est-ce que Ben, tu... je pense que c'est pas la bonne façon de poser la question, évidemment, oui, 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 bien sûr. Comment tu la poserais alors? Ben, je pense que si efficacité il y a, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Et puis le rapport à la martialité peut être plus ou moins distant, j'allais Bien, dire. Hein, absolument, absolument. Non, mais martialité, ça veut dire je pense conflit. que c'est Ouais, revendiqué par tout le monde. ouais, C'est-à-dire ouais. il est très clair que dans le milieu de l'aïki, on n'essaye pas de construire un système de réponse au coup par coup à telle ou telle situation, mais c'est dans le cadre d'une éducation globale du comportement, de la gestuelle, de la relation à l'autre, dans le cadre de cette éducation globale qu'on va trouver une forme de martialité. Ça, je pense que cette notion est acquise. Enfin, que c'est assez clair pour à peu près tout le monde qui évolue dans le monde de l'aïki. Enfin, j'espère. Mais je pense que c'est quand même, c'est à peu près conçu comme tel, et non pas comme, encore une fois, un ensemble de techniques qui seraient destinées à répondre au coup par coup par telle ou telle situation d'agression. Ça, je pense que c'est clair. L'aspect éducatif à long terme, à mon avis, est compris. Mais ce que je pense, c'est que finalement, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que des gens se réunissent pour être dans cette recherche-là. C'est pas la finalité du truc. Là, l'objectif, c'est de mettre des gens ensemble pour qu'ils arrivent à dépasser leur désir de violence ou leur désir de vengeance pour se mettre ensemble à travailler. Et c'est en ce sens que l'aïkido est d'abord une activité sociale qui a comme prétexte la martialité. D'accord. Et est-ce que ce point de vue formulé ainsi, est-ce que tu le retrouves par exemple partagé ou formulé de la même façon au Japon? Alors, c'est très difficile à dire. Si on prend le document officiel du Hongu Dojo, donc de l'Aikikai, le petit fascicule qui donne à tous les nouveaux inscrits, il est écrit noir sur blanc: le but de l'aïkido est l'amélioration des relations sociales par l'exercice physique. Donc ça, on le doit à Kishomaru Ueshiba, peut-être. Ouais. Je pense, oui. En tout cas, c'est le petit livre, enfin, c'est un petit fascicule, un petit feuillet, Hum, dans lequel, objectif de l'aïkido, améliorer les relations sociales par l'exercice physique. Bah, c'est clair, c'est C'est super. clair. Mais on remarque même que même le mot de martialité n'est C'est pas pas cité, indiqué. n'est Ouais, pas ouais. cité là-dedans. Bon, moi je pense qu'il faudrait rajouter
avec comme prétexte le traitement de la martialité. Bon, mais parce que C'est pas un club de l'exercice physique, salsa quand même. c'est un petit peu trop Ouais. vague, me semble-t-il. Mais bon, ce qui est clair, c'est que là, le focus est mis sur l'aspect social et non pas du tout sur l'aspect martial. Cela dit, ça dépend évidemment des interlocuteurs avec qui on peut s'adresser parmi les sensei de l'aïkikai. Mais le fait de revendiquer l'aïkido comme un budo est quand même une base. Le problème, c'est que le mot budo, comme beaucoup de choses au Japon, est extraordinairement ambigu. Parce que budo se différencie clairement de bujitsu, do en tant que voie, donc en tant que progression, avec plus une perspective qu'un objectif concret, contrairement à un jutsu qui est une technique qui est destinée à l'application immédiate. Donc c'est vrai que le mot budo, en tant que tel, peut être ambigu, parce qu'il y a effectivement cet aspect de martialité, mais de martialité au bout du chemin. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plus une conséquence qu'un objectif. Si la pseudo-efficacité avec tous les guillemets qu'il faut là-dessus, parce que bon, on ne sait que si on ne sait si on est efficace ou non que si au préalable on s'est dit ce qu'on essayait de faire. Si on ne sait pas ce qu'on essaie de faire, on ne va pas être Ouais. efficace. Voilà. Ouais. Donc, C'est- il faut mettre beaucoup de guillemets là-dessus. Voilà. Très bien. Et si on regarde à peu près l'époque à laquelle donc tu as démarré, où tout ça c'est, où tu as poursuivi ta pratique au Japon et aujourd'hui, d'après toi, quels seraient qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre la population des pratiquants de l'époque, donc on est dans les années 60, 70, 70 peut-être, et aux 80, et aujourd'hui? Si tu peux tracer une petite Alors, quelques pistes qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où l'aïkido ne va pas très bien, aussi l'aïkido ne va bien pas très bien. quantitativement que qualitativement. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui pourrait éclairer un peu Alors, c'est très composite. Alors, sur le plan strictement quantitatif, l'aïkido dans les années 60, 70, 80, jusqu'aux années 90, c'était en pleine expansion en France. Ça se développait de façon vraiment quasiment exponentielle, de façon très régulièrement. Et puis, on est arrivé à un plateau à la fin des années 90 et puis des années 2000, et puis maintenant, on est plutôt sur une pente descendante. Excuse-moi, est-ce qu'on peut dire c'est l'effet flower power post-guerre qui fait que les gens recherchaient aussi un idéal de paix, tout Alors, ça, ça parlait aux il y gens avait ou... plein, il y avait plein de choses. C'est que d'une part, l'offre en termes d'arts martiaux était beaucoup plus limitée que maintenant. Hein, il n'y avait guère que le judo, le karaté et l'aïkido. Le jiu-jitsu en tant que tel n'existait pas vraiment. Le taekwondo était inconnu. Le krav maga, n'en parlons pas. Ouais, Enfin bref, MMA, ouais, MMA, c'était une compagnie d'assurance. c'était une contradiction, et ça l'est toujours. Donc, il y avait déjà cet effet-là. C'est-à-dire que mécaniquement, les gens qui étaient un peu intéressés par une pratique martiale, ou en tout cas à tendance martiale, avaient beaucoup moins d'options. Mais bon, il y avait ça. Il y avait la nouveauté. L'aïkido a été introduit en France à la fin des années 50. C'était une phase de connaissance, de développement. C'était nouveau. Il y avait une certaine mode de l'orientalisme, le yoga, enfin, la découverte de l'Orient, enfin, bref, qui faisait qu'il y avait une appétence Un engouement, ouais, pour ouais. quelque chose qui venait d'ailleurs, qui était nouveau et qui semblait par ailleurs attrayant. Parce que c'est clair que l'aïkido a un aspect esthétique qui visuellement, c'est attrayant. Bon, même quand c'est pas très bien fait, très objectivement. C'est l'effet jupe noire. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, puis il y a une espèce d'élégance, et puis de discours un petit peu, cette idée d'utiliser la force de l'autre, de non-violence, etc., plus toutes les projections éventuellement un petit peu caricaturales dans le domaine spirituel ou mystique. Il y avait effectivement tout un, un univers qui était susceptible d'attirer du monde. Donc c'était le cas. Donc ça, c'était jusqu'aux années 70, 80, 90. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement un développement énorme de l'aïki en France, avec une structuration aussi de la fédération, qui l'encadre, enfin des fédérations qui l'encadraient. Et en même temps que, je ne sais pas trop pourquoi, cet aspect nouveauté, cet aspect très ouvert, un peu la richesse ou la complexité de la discipline a cessé d'intéresser. C'était plutôt un handicap. C'est-à-dire qu'on aime bien les choses simples maintenant.
On aime bien les choses qui se comprennent tout de suite, et justement l'aspect un peu mystérieux de l'aïkido a finalement été un handicap alors que c'était un atout à l'époque. Ceci combiné à la multiplication de l'offre a fait que, naturellement, il y a un petit mouvement de déclin. Les fédérations, en même temps, ont essayé, en se structurant, de devenir officielles. Et il y a eu donc tout un mouvement de, comment dirais-je, de régulation, de réglementation administrative, ministérielle, qui, à mon sens, allait complètement à l'opposé des aspirations des pratiquants vraiment sincères. Le pratiquant d'aïkido qui est justement fasciné par cet aspect ouvert et cette dimension un peu infinie de la discipline, il ne va pas se laisser emmerder par des réglementations ministérielles. C'est pas son truc, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition. Et médaille, donc, la voilà. focalisation plus ou moins extrême, et qui est maintenant extrême dans la période que laquelle on vit, sur des préoccupations de passage de grade, de passage de diplôme, au détriment finalement d'un véritable goût pour le sens de la discipline, à mon avis, c'est extraordinairement pénalisant. Même si on a l'impression que quantitativement, plus il y a de profs diplômés, plus la discipline va se développer. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que les profs diplômés, s'ils sont pas intéressants, ils vont pas développer la discipline. Et donc, focaliser strictement sur un aspect diplômant des formations, et à mon avis, c'est se tirer des balles dans le pied, quoi. Il faut véritablement donner une dimension autre à la discipline, lui revendiquer complètement son sens, son ouverture, son aspect polymorphe, et non pas se focaliser sur, comment dire, des normes, sur des programmes, sur des catalogues de techniques ou des choses comme ceci. Voilà. Voilà. Je pense que ça contribue grandement à abîmer l'image de la discipline. Ceci peut être aussi couplé au fait que les générations actuelles sont plutôt dans une forme de court-termisme aussi. C'est ce que je parlais un petit peu, Ouais. ce que j'évoquais avec le désir de simplification, Ouais, le l'instantanéité. désir de réussite immédiate. C'est clair que l'aïkido, c'est une discipline dans laquelle il faut s'engager, où on se sent progresser doucement. C'est un truc à long terme qui va durer des décennies, voire toute la vie. Et c'est dans ce sens-là que ça prend, c'est dans cette dimension-là que ça prend tout son sens. Si on fait de l'aïkido pour être performant au bout de 6 mois, c'est pas la peine. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que c'est un petit peu la tendance actuelle, c'est un petit peu l'air du temps actuel, avec en plus, peut-être, ça je ne sais pas, parce que je pense que c'est aussi un argument qu'on peut retourner facilement, toute la mode de ce qui est virtuel, alors que l'aïkido, on propose des rencontres réelles entre les personnes. Et c'est vrai que le fait de passer X temps sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur des échanges virtuels avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est exactement la logique inverse de celle qu'on essaye de développer en aïkido. Mais je pense que c'est retournable, c'est-à-dire que si on vend cet aspect-là, on peut justement servir d'antidote. On peut justement servir d'antidote à cette frustration énorme qui peut naître de caractère virtuel de beaucoup de relations qu'on a actuellement. Donc, pour sortir un peu par le haut de cette situation qui est un peu, comment dirais-je, baissière, Ouais. est-ce que justement, c'est en misant sur nos forces, en les revendiquant, Oui. revendiquant vraiment les valeurs de la discipline qu'on va y arriver, Oui. plutôt qu'en les gommant pour essayer Exactement. d'aller chercher. Exactement. Oui, c'est-à-dire que il y a une certaine tendance dans nos dirigeants actuels à vouloir, peut-être je force un peu le trait, mais à vouloir adapter la discipline à la demande. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut revendiquer les valeurs de la discipline et montrer en quoi ces valeurs sont intéressantes, sont riches. Et c'est comme ça qu'on va attirer du monde. C'est pas en grattant là où ça démange qu'on va soigner l'abcès, quoi. C'est évident. Donc, adapter la discipline à ce qui est supposé être la demande, mais on ne connaît pas la demande, on ne connaît pas les besoins des gens. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce qui se dit, hein. Mais en revanche, approfondir véritablement la nature de la discipline, la revendiquer, mettre en avant ses principes, ses valeurs, ce que ça peut apporter, son caractère justement de qualité de relation que ça peut faire naître entre les personnes, et toutes ces choses-là, à mon avis, c'est beaucoup plus porteur que la démarche inverse.
Très bien. Et donc, du coup, si on en revient un peu au lieu où on se trouve aujourd'hui, donc le dojo de la Roseraie, c'est un dojo que tu as créé en 1988, donc il y a Mm. quelques années déjà. Et est-ce que, quand tu as créé ce lieu, est-ce que tu avais déjà ces idées très clairement en tête? Et est-ce que tu avais déjà à l'esprit cette façon de promouvoir la discipline, de la communiquer, de Bah, faire vivre ces valeurs au sein du dojo? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi découvert en tant qu'enseignant, en marchant, j'allais dire? ouais, l'aïkido, c'est quelque chose qu'on découvre en marchant, hein, clairement, hein, ça c'est évident. C'est le concept de do, hein, de voie, de chemin vers une perspective. Donc, je ne sais pas si j'aurais pu les exprimer comme je viens de les exprimer, mais il me semble, enfin bon, tu étais là quasiment au début aussi, que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. J'ai toujours essayé de donner une image aussi vaste, aussi riche que possible de la discipline et pas essayer de draguer le chaland à n'importe quel prix, quoi. C'est évident. Ouais, bien sûr. Et justement, comment tu es passé du statut, entre guillemets, comment tu es passé à l'enseignement? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, je vais enseigner, je suis prêt. Moi, je pense Est-ce que qu'on est vraiment on n'est prêt jamais à un prêt. moment Non, non, donné? on n'est jamais prêt. Non, non, on n'est jamais prêt. Et c'est pour ça qu'on a besoin de. Le système du tutorat qu'on a essayé de mettre en place à une époque à la Fédé, qui a pas vraiment, enfin, qui a pas vraiment marché parce la Fédé s'est pas donné les moyens de l'utiliser véritablement. Mais le système de tutorat est effectivement ce qui convient le mieux à l'aïkido, Tutorat. Alors, au sens large du terme. d'accord, oui, oui, Hein, au d'accord. sens large Ouais. du terme. C'est-à-dire, il est un moment, bon, en gros, c'est en général à partir de quatrième dan à peu près, où on a un niveau technique qui commence à se stabiliser, où on a un savoir-faire concret qui est réel, mais on n'a sans doute pas encore suffisamment de recul par rapport à l'ampleur de la discipline. Mais, au niveau de quatrième dan, c'est-à-dire une dizaine d'années de pratique, une douzaine d'années de pratique, le fait d'avoir envie de mettre ça, de voler de ses propres ailes d'une certaine façon, de s'exprimer avec ce bagage-là, c'est tout à fait naturel. Donc je pense que c'est le pas que l'on peut sauter pour passer du pratiquant à l'enseignant. Mais il ne faut pas que cet enseignant soit que enseignant, évidemment. Il faut qu'il continue à pratiquer, et c'est pour ça qu'il a besoin toujours d'une autorité supérieure, ce que j'appelle le tuteur. Un ou plusieurs, évidemment. Plusieurs, c'est mieux. Oui, oui, Hein. bien sûr. Mais c'est indispensable de toujours fonctionner en étant soi-même toujours adossé à une compétence un peu supérieure. Hein. Et pas se considérer comme dépositaire de tout le message. À la fois avoir des relations de fraternité avec des collègues qui sont à peu près au même niveau, avec qui il y a des échanges, mais aussi avoir quelqu'un dans son dos qui supervise, enfin qui supervise. C'est virtuel tout Ouais, ça, qui est une mais en sorte tout cas, de référent, quoi. c'est Ouais, une ouais, référent, ouais, ouais, ouais. qui fait que on n'est pas lâché dans l'aventure de l'enseignement sans garde-fou, sans aide, sans accompagnement. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et normalement, une fédé intéressante, intelligente, devrait essentiellement fonctionner comme ça. C'est-à-dire à la fois donner sa chance d'enseigner à qui a atteint un niveau technique correct et organiser de façon extrêmement souple, bien sûr, hein, et très par le volontarisme, par le volontariat, pas de façon imposée, organiser une sorte de tutorat, c'est-à-dire que les enseignants soient toujours eux-mêmes adossés à des compétences supérieures, Soit un peu incitative, quoi. Hein, que qui ce est à la soit. fois une hiérarchie et une horizontalité. On est bien d'accord que dans le système, j'allais dire, d'une école d'arts martiaux japonaise, fut-elle d'aïkido, eh bien, il y a une logique de hiérarchie, il y a un groupe qui se Totalement. forme. Et lorsqu'on est dans une logique fédérale, effectivement, on est plutôt dans une logique collégiale, Oui, avec des décisions qui se prennent plutôt de façon oui. horizontale. Et c'est peut-être là que le bas blesse, peut-être, dans la situation actuelle. Dans Comment la tu vois situation ça? actuelle, la force de l'idée fédérale, c'est justement d'ajouter une dimension horizontale, là où dans la logique japonaise, d'une certaine façon, la logique traditionnelle, il n'y a que la verticalité, il n'y a que le pyramidal, où les pratiquants sont quasiment pas la possibilité de sortir du dojo dans lequel ils pratiquent. Donc effectivement, inciter des liens horizontaux par des rencontres, par des stages, par des mélanges de populations, c'est un plus énorme. Et la fédération, c'est son mérite. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ceci occulte cela. C'est-à-dire que l'horizontalité occupe toute la place, que tout soit considéré comme étant équivalent, Et que toutes les avis se valent. que tous les avis se valent. Et si la hiérarchie, donc ce côté vertical disparaît, on est dans la promotion de la médiocrité. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement, très honnêtement. Ça, c'est un problème. L'autre problème, par rapport à l'organisation fédérale telle qu'on la vit actuellement, c'est que il est assez normal qu'il y ait une séparation
entre les cadres techniques, les enseignants d'une part, et les organisateurs d'autre part. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces organisateurs soient des dirigeants. Ce n'est pas eux qui connaissent la discipline. Ils sont là pour organiser les choses et pas pour donner les directives sur les orientations que doit prendre la discipline en elle-même. Et donc prendre des décisions qui débordent complètement de leur cadre, c'est une aberration totale. Donc il est clair qu'il faut revenir à un système où certes les organisateurs, les élus, le président, le trésorier, etc., les membres du comité directeur ont un rôle d'organisateur, de logisticien à jouer, de toute façon tout à fait clair, mais ils n'ont aucun droit de citer dans le domaine de l'organisation de la technique, de la qualité de la technique, des orientations de la technique, de l'enseignement, de la discipline. Ça, c'est tout à fait clair. Et actuellement, on est dans un mélange des genres complet. Et cette situation, est-ce qu'elle est propre qu'à la France ou est-ce que c'est quelque chose aussi que tu constates ailleurs et notamment au Japon? Est-ce qu'au Japon, Au Japon, très clair, ce sont les sensei qui ont la main. Même au plan administratif, organisationnel, ouais. Les administrateurs sont des secrétaires, sont des choses comme ça, mais ce sont le président du Hombu Dojo, c'est Doshu. Hein. Donc il n'y a pas aucune ambiguïté là-dessus. Et dans toutes les fédérations que je connais, sauf peut-être dans certaines fédérations qui dépendent encore du judo, des certaines fédérations d'aïkido qui sont des sous-produits, des sous-ensembles du judo, dans toutes les fédérations que je connais, ce sont des véritables cadres techniques qui sont à la tête et qui prennent les décisions. Je me rappelle voilà, en te pratiquant, j'allais dire, pendant quelques années maintenant, d'une de ces phrases que tu dis souvent, un peu en rigolant en fin de course, c'est que tout est dans tout lorsqu'il s'agit d'enseigner. Mais justement, même si effectivement ça symbolise bien, ça résume bien la pratique, mais du coup, par où est-ce qu'il faut commencer lorsque je suis toujours dans la logique d'enseignement, par où est-ce qu'il faut commencer et quelle est j'allais dire, la didactique à mettre en place pour permettre justement d'aborder ce côté protéiforme, parce que ça peut aussi faire un peu peur finalement, Oui, lorsqu'on ne sait pas comment non, attaquer la discipline. C'est pour oui. ça que peut-être certaines ne font que se concentrer sur... Mais je pense que le mode traditionnel, c'est-à-dire commencer par des techniques, structurer des techniques, mettre des gens ensemble pour expérimenter des schémas techniques, bah c'est comme ça que ça se fait. Ce sont les premiers pas. Et petit à petit, eh bien, on va élargir le regard. On va se rendre compte qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre à mettre un pied devant l'autre, mais aussi de se comporter au face des autres, mais aussi de se comporter au sein d'un groupe, et aussi de fabriquer une gestuelle, etc., quoi. Mais le processus traditionnel qui consiste à aborder la pratique par l'apprentissage de techniques, de schémas techniques, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, on peut considérer que l'apprentissage des schémas techniques, c'est l'alpha et l'oméga. Évidemment non. C'est à la fois le moyen et la fin, finalement, la technique, enfin la fin. Mais pas les schémas techniques de base. Ce qui est la fin, c'est la capacité à oublier ces schémas pour bouger naturellement en retrouvant finalement des trucs qui sont proches de ces schémas. Mais le processus, c'est ça, c'est apprendre des structures, les oublier et bouger naturellement. Voilà. Mais au-delà de cet apprentissage strictement technique, c'est encore une fois un mode de vie. Un mode de vie au sein d'un groupe, un mode de vie par rapport à la hiérarchie, par rapport à ses pairs, etc. Donc savoir se situer dans cet environnement social. Est-ce que du coup, est-ce que tu es d'accord sur l'idée selon laquelle l'aïkido est vraiment fait pour tout le monde? Ou est-ce que, bon, c'est une question que je me pose aussi, c'est pour ça. Est-ce que y a pas finalement quand même des personnes qui seraient plus naturellement capables ou douées de pratiquer l'aïkido, ou est-ce que c'est vraiment voilà, c'est le propos a priori c'est cela, hein, A priori, oui, il ne faut pas faire de procès d'intention. Maintenant, sur le plan physique, évidemment, c'est une discipline qui, à principe, n'est pas traumatisante, mais qui nécessite un minimum d'engagement physique. Donc, tout le monde, physiquement, n'est pas forcément capable de le faire. Et à ce propos, j'ai parfois un peu de réticence sur certains aspects de l'aïkido pour des personnes en situation de handicap. Moi, je me demande si l'aïkido en fauteuil roulant, ça a un sens, par exemple. Franchement, il y a sans doute des disciplines
Plus sportives ou adapté. physiques qui sont plus adaptées, où les personnes sont plus à même de se réaliser que faire de l'aïkido. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai pas de réponse définitive sur ces questions, mais c'est des questions qui mériteraient d'être posées, et pas simplement dire l'aïkido pour tous, l'aïkido pour tous. Bon, ceci. Après, sur le plan de la personnalité, c'est sûr qu'il faut un petit peu de détachement. Il faut pas être, il faut pas être focalisé sur des objectifs à court terme. Il faut savoir prendre un peu de recul. D'accord? Bon, en même temps, quand on est dans un environnement qui incite à ça, c'est assez facile de lâcher prise là-dessus aussi. L'expérience prouve que c'est pas n'importe qui vient faire de l'aïkido. Donc, même Et si c'est pas n'importe théoriquement, qui reste aussi. qui reste faire de l'aïkido, ouais. Ouais. Même si théoriquement c'est censé convenir à n'importe qui, on voit bien qu'au concrètement, il y a des types de personnes qui n'y trouvent pas leur compte. Bon, je ne sais pas si c'est conjoncturel ou si c'est structurel. Si ça dépend de la situation dans laquelle ils ont fait de l'aïkido, donc le dojo, le prof, les partenaires, ou si c'est véritablement une incompatibilité à l'aïkido en tant que discipline. C'est difficile à savoir aussi, ça. On a tous un peu en tête ces parcours parfois d'aïkidoka qui très investis sur de nombreuses années, puis qui tout d'un coup Ouais, disparaissent. Et ça pose toujours un peu des questions sur le sens quoi, de la pratique. oui. Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose à ce moment-là en tant que prof, j'imagine, ou Ben, ça t'est arrivé ici au dojo, oui, bien j'imagine, sûr, il y a t'as des gens quelques... qui disparaissent. Il y en a aussi qui restent pendant 40 ou 50 ans, Ouais, hein. ouais. Mais ça, on ne sait pas d'emblée, ça. Évidemment. Je pense un des éléments qui peut favoriser ce type de comportement, c'est le fait de focaliser beaucoup trop sur les échéances concrètes de passage de grade, de diplôme, Hum. etc. On a l'impression, peut-être, une fois qu'on a passé un grade, d'être arrivé, et après on se demande ce qu'il reste à faire. Ce qui n'est évidemment pas le cas si on s'intéresse au fond de la discipline. Mais si l'ambiance de travail est plus effectivement préparation aux examens et non pas prendre du plaisir dans l'instant à ce qu'on fait, ça peut favoriser ce type d'abandon un peu abrupt après la réussite à une échéance. Après, il y a aussi, il ne faut pas le négliger non plus, beaucoup d'éléments de nature personnelle, hein, Bien hein, sûr, ouais, comme des dans la vie. déménagements, des Voilà. voilà. Et pour en venir encore un tout petit peu à ton propre parcours, le fait de dédier ta vie professionnelle, en tout cas à l'aïkido, ça s'est fait pareil naturellement. T'as pas eu à un moment donné un choix à faire entre un Non, poste de banquier, par exemple, non. ou- et l'aïkido, ça s'est fait, comme tu disais, simplement parce que Ouais, l'opportunité ouais, était ouais. là, tu as Non, avancé. Ouais. très honnêtement, j'ai jamais décidé d'être professionnel d'aïkido, quoi. C'est arrivé comme ça. Bon, j'ai pratiqué, je me suis fait plaisir. Je suis revenu en France, j'ai commencé à enseigner, on m'a sollicité pour faire des stages, etc. Donc, assez naturellement, ça s'est développé comme ça, mais j'ai jamais, à un moment, je me suis dit, je vais être prof d'aïki. Jamais. Et, et J'avais subodoré très tôt que ça allait prendre une place importante dans ma vie, mais jamais je me suis dit, je vais m'investir comme professionnel. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune pratiquant d'une vingtaine d'années qui te dirait, voilà, Franck, bonjour, je veux être professionnel d'aïkido. Moi, ça me semble pas être la meilleure façon de le faire, je pense. Je pense qu'il vaut mieux s'investir dans la pratique et puis laisser les choses venir ou pas, Ouais, ouais, bien hein, sûr. je pense. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai fait personnellement, mais après, effectivement, si on a un peu d'ambition, il faut accepter de gravir les échelons institutionnels, donc les grades, les diplômes, etc. Mais surtout pas se presser, quoi. Il faut vraiment pas se presser en Aiki. Il faut laisser les choses venir et, Et travailler. prendre, aimer ce qu'on fait, quoi. Aimer la pratique, prendre son pied sur le tapis. Quand on commence à enseigner, aimer ça, chercher comment faire, etc. Donc s'investir dans le fond de la chose et pas sur un objectif hypothétique de professionnalisme. Ou pas, voilà. Mais bon, après chacun fait comme il veut, hein. Peut-être une dernière question. C'était une question que imaginons tu te retrouves assis devant au sensei, là, tu l'imagines avec une barbe blanche. Et qu'est-ce que tu lui dirais au sensei? Quelle question tu lui poserais ou Ah, j'avoue, je me suis jamais posé la question, hein. Non, non, parce que, enfin, alors je vais répondre autrement. Je ne me suis jamais vraiment intéressé
à l'aspect historique de l'aïkido. Et pourquoi? Parce que attends, je vais finir. Bon, Hum, je me suis jamais vraiment demandé qu'est-ce que O-sensei faisait, comment il le faisait, etc. Mais pourquoi? Simplement parce que ça me reste étranger. J'en sais rien. Donc, ça me semble un petit peu vain de se projeter dans une espèce de quête imaginaire tournée vers le passé, au lieu de profiter de ce qui existe actuellement, ou existait notamment dans mes années de formation essentielle dans les années 70 à Tokyo, profiter de ça, l'assimiler autant que possible, puis l'analyser, le décortiquer, puis le développer. C'est ça l'expérience du Do. C'est pas se tourner vers le passé en essayant de savoir ce qu'était l'aïkido du temps de Ho-sensei. Moi, je m'en fous, hein, de ce qu'était l'aïkido. Non, mais sérieusement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va refaire maintenant. hum, C'est ce qu'on en fait chaque fois, quoi. hum. Et alors, Et pourquoi, Franck, cette position, elle est minoritaire? Comment tu l'expliques, ça, mais, que la plupart des gens, finalement, se raccrochent à ça, finalement, ouais, pas qu'à Sensei, mais au passé, ouais, mon maître faisait comme ci, donc je fais je comme sais lui. pas. C'est une pauvreté d'analyse Je dans la pense, ouais, pratique, ou est-ce je que pense que c'est aussi un prétexte. C'est très facile de se prendre une référence qu'on ne peut pas connaître pour justifier le fait qu'on ne progresse pas. Ouais. Bon, là, je suis un peu méchant, Non, non, mais je vois très bien ce mais que tu... de se donner une référence absente, c'est s'autoriser à ne pas progresser. Alors que se donner une référence présente, et quand je dis référence, c'est pas simplement une personne, mais Ouais, c'est c'est le contexte, la pratique telle qu'elle existe, la discipline telle qu'elle existe, et creuser ça, et en faire son outil de travail pour continuer à le développer de sa façon, de savoir à quoi ça correspond pour soi-même, comment on peut le faire propager pour les autres, etc. Ça c'est, me semble-t-il, une vraie démarche constructive. C'est une démarche vaine de s'intéresser sur quel était l'aïkido do sensei. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? très bien. Non, non, mais c'est une... et est-ce Donc, que... je serais ravi de rencontrer au sensei, mais je ne sais pas trop ce que je pourrais lui dire. Mais justement, est-ce que Yamaguchi Sensei lui-même avait ce type de rapport au passé, ou est-ce que qu'est-ce qui fait que Yamaguchi Sensei finalement a Mais été un peu disruptif peut-être à cette époque? Je sais pas si on peut bah, utiliser ce terme. je l'ai à peu près jamais entendu se référer au sensei, hein. Une ou deux fois, j'ai quelques souvenirs de conversations où il disait, mais bon, il développait sa logique, il développait sa discipline. Et sur un plan strictement formel, technique, on voit bien que ce que proposait Yamaguchi, formellement, visuellement, était très différent de ce que faisait Sensei quand on voit les documents vidéo, etc. Donc, moi, je pense qu'il était dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il cherchait lui-même à comment mettre en œuvre des principes qui avaient sans doute été dictés par Osensei, mais qu'il s'agit de faire vivre maintenant, ici et maintenant, avec le matériau dont on dispose, et non pas en se référant à un passé qui est à jamais révolu, comme chacun sait. Et donc pour toi, il y a une forme d'âge d'or de l'aïkido qui aurait un peu disparu, ou est-ce Oh, qu'on peut on va pas dire considérer ça. que ça peut encore renaître Je pense qu'il y aura toujours des personnalités intéressantes, riches, qui seront à même de faire vivre un aïkido riche et intéressant, ça, je l'espère. Sur le plan institutionnel, j'avoue que je suis un petit peu plus dubitatif, parce qu'il y a à la fois le risque d'éclatement, euh, qui est grand? tellement de formes d'aïkido sans que les principes soient édictés de façon claire, sans que l'analyse structurelle de la discipline soit faite et soit partagée. Ce risque d'éclatement existe d'une part, et l'autre risque, celui qu'on court actuellement dans notre fédération, c'est l'espèce de normalisation extrême, c'est-à-dire un truc complètement scolaire, structuré de manière comme des profs de gym, Mhm. Les modules. avec des modules, des conneries comme ça, quoi. Mhm. Ça, c'est aussi un risque qui est notamment couru par notre fédération. C'est évident. Et dans les deux cas, l'essence même de la discipline, à la fois sa logique interne et son caractère un peu infini, donc de perspective à atteindre, disparaît. Dans les deux cas, aussi bien un éclatement parce que la perspective est plus commune, et la normalisation à l'extrême, la scolarisation, qui fait que ça s'arrête à chacune des étapes en question et qu'il n'y a plus de perspective. Et est-ce que, selon La notion toi, de dos, quoi, si vous voulez, hein. ouais. Et est-ce que selon toi, il y a des endroits dans le monde qui, si on considère qu'il y a un aspect un peu cyclique, c'est-à-dire que nous, on a été un peu en avance par rapport à d'autres, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où aujourd'hui l'aïkido
se développe et sur quelle base ou est-ce que c'est Je je sais pas. non, je saurais pas dire, on n'a pas de vision suffisamment globale, non, je sais pas. Je ne pourrais pas dire, non. Ici, peut-être? Peut-être ici, on espère en tout cas. Ouais. Voilà, je pense que pour moi c'est bon, hein. On a passé Voilà. un peu de temps ensemble. Je te remercie Franck, merci Je vous en beaucoup. prie. Euh, J'espère que bah, ça nous permettra de comprendre un peu mieux l'importance de ton travail dans l'écosystème de l'aïkido français et aussi international, mais et l'importance de ce dojo dans ce dispositif. Voilà, merci beaucoup. Merci.